Louer une ponceuse ou un siège auto pour votre enfant au lieu de l'acheter. Voilà l'un des principes de l'économie de partage. De nombreuses initiatives locales existent pour mutualiser les biens et services, des espaces d'échange, de coopération où on lutte à la fois contre la surconsommation tout en créant de la cohésion sociale. On découvrira plusieurs exemples ce soir, des espaces d'entraide où, au lieu de posséder, on met en commun. Mais on verra aussi que ce modèle alternatif au sein de notre société capitaliste est fragilisé. L'économie de partage comme façon de repenser nos modes de consommation. Voilà notre thème de ce soir. Bonsoir et bonsoir à vous trois. Merci pour votre présence en plateau. Merlijn de Reyck, c'était d'ailleurs la thématique de l'Assemblée citoyenne pour le climat que vous avez coordonnée. Des citoyennes et citoyens tirés au sort qui se rassemblent pour repenser notre modèle de société. C'est toujours l'Assemblée citoyenne précédente qui choisit le thème de l'année suivante. Ici, donc, l'économie de partage et de collaboration. Est-ce que vous vous souvenez du moment où cette thématique a été décidée et pourquoi ? Oui, je me souviens bien parce que, donc, en tant que gestionnaire du projet, j'ai suivi le processus quand les citoyens se sont réunis pour choisir la thématique. Et pour être tout à fait honnête, au début, j'étais un peu surpris parce qu'en fait, les citoyens, ils avaient retenu 3 thématiques. C'était mobilité, biodiversité et commun, donc le partage, collaboration entre citoyens. Thématique assez complexe qui est souvent assez loin, on pense, de la réalité des citoyens. Et en fait, c'était assez intéressant pourquoi les citoyens ont vraiment voulu faire travailler notre assemblée sur cette thématique, c'est parce qu'ils disaient, là-dedans, en fait, on englobe tous les autres aspects. Parce qu'en fait, ils disent que quand on partage et collabore entre citoyens, on ne va pas que toucher à l'alimentation ou l'industrie ou la mobilité, en fait, parce que ça va s'appliquer sur tous les sujets. Et c'est pour ça que les citoyens se sont dit, c'est vraiment intéressant de travailler sur ce sujet-là. Et c'est vrai que donc, cette année, le cycle s'est concentré sur, vous avez parlé du logement, de la mobilité, de l'énergie, mais également des biens et services. Et c'est justement la raison de votre présence à vous, mettre en commun des outils et des espaces pour travailler le bois, le métal ou encore le textile. C'est ce que propose Microfactory à Molenbeek. Arthur Gaillard, vous êtes à la fois menuisier indépendant, usager de Microfactory et membre du conseil d'administration de cet atelier partagé de fabrication. Ça fait 10 ans que ça existe. Est-ce que vous ressentez un attrait ces dernières années justement pour ces espaces-là de partage, de collaboration, où on partage autant les biens que le savoir ? Oui, clairement, on a toujours un flot de visites. On organise toutes les semaines des visites sur lesquelles les gens peuvent s'inscrire depuis notre site internet. Et on a un flot constant de visites. Ce qui est notre enjeu et qu'on a vraiment bien résolu ces derniers temps, c'est en fait de réussir, une fois que les gens sont venus visiter, à leur montrer plus en profondeur ce que c'est la Microfactory. Et pour ça, maintenant, on a mis en place un système de parrainage où chaque nouveau membre en fait, est accompagné d'un mentor qui va pouvoir, les premiers mois de son arrivée, répondre à ses questions, lui montrer les lieux, lui montrer les façons de faire. Et donc, du coup, oui, clairement, les visites sont à chaque fois bien remplies. Parce qu'on utilise quand même des machines professionnelles qui sont mises à disposition. Qu'est-ce qu'on trouve concrètement dans cette usine qui est hyper grande, comme on le voit sur les images ? Oui, alors du coup, on a environ 2000 m² et on est 120 membres. Donc, du coup, on a 4 ateliers principaux, la menuiserie, la ferronnerie. On a aussi un atelier de sérigraphie et un pôle numérique, donc découpe numérique, CNC, découpe laser, impression 3D. Et en fait, oui, quand les membres arrivent, ils ne sont pas lâchés au milieu de ces machines. Pour les machines les plus importantes, notamment en menuiserie ou en ferronnerie, qui peuvent être très dangereuses, qui sont des machines professionnelles, il y a des formations de sécurité pour vraiment que chacun puisse apprendre à s'en servir sans se blesser et sans blesser les autres. Et qu'on comprenne bien, il y a autant des espaces qu'on peut louer en tant qu'indépendant, comme vous le faites en fait, en tant que menuisier, vous avez votre activité là-bas, mais je peux aussi venir en tant que particulière si j'ai envie de, c'est le thème du moment, je ne vais pas vous mentir, réparer mes portes en bois, je peux venir avec les portes à l'atelier parce que j'ai clairement pas assez de place chez moi, que j'ai pas non plus les outils ni le savoir-faire pour y arriver, mais j'ai pas forcément les moyens de faire venir un professionnel pour s'en occuper. Tout à fait, c'est vraiment l'idée, c'est qu'il y ait un partage de connaissances entre des professionnels, des gens qui viennent d'autres milieux, et c'est ça qui fait aussi une très forte richesse, parce qu'il y a énormément de profils différents, et donc du coup, il y a différentes formules d'abonnement en fonction qu'on exerce son activité de manière professionnelle. On a besoin d'être là tous les jours, d'avoir accès 24/24, 7/7. Et de stocker aussi. Et de stocker.
ou alors on a juste besoin de venir ponctuellement pour faire des projets personnels. Et en plus de l'abonnement, on peut effectivement choisir de prendre des espaces, de louer un espace privatif dans lequel on peut ranger ses outils, stocker ses projets en cours. Bon, on reviendra un peu sur ce modèle de micro-factory. Et alors, le petit nouveau sur la planète de l'économie de partage à Bruxelles, c'est Craft Studio. Martin de Belfroy, vous êtes l'un des 3 fondateurs de cet espace à Ixelles, consacré aux arts plastiques, aux arts créatifs. C'est quoi le principe ? Alors le principe, c'est que c'est un atelier créatif où ici on va partager justement du matériel créatif. Donc l'idée en fait, c'est que les gens vont réserver une séance, normalement de 2 heures. Vous pouvez venir en famille, en couple, entre amis. Et en fait, on va partager un moment en partageant une activité créative. Et l'idée, c'est que chacun peut choisir son activité créative. Alors concrètement, on a de la broderie. Concrètement, vous arrivez et vous choisissez, chacun peut choisir entre la broderie, la mosaïque, l'aquarelle, le fusain, le pastel, la création de perles et le collage. Et donc, vous donne tout le matériel. On peut y aller tout seul, toute seule, pour juste une petite session comme ça, mais aussi suivre avec professionnels. Exactement. Ouais. Alors l'espace est très grand parce que c'est une vieille quincaillerie qu'on a retapée. Qui est située où exactement ? À la rue du Viaduc numéro 66, à côté de la place Fernand-Coq, à Ixelles. Et donc on l'a retapé, et c'est un lieu magnifique, et il est tellement grand, parce qu'on a 450 mètres carrés, on a dédié un espace pour justement plutôt un transfert de connaissances aussi, à travers des artistes en fait, qui vont expliquer, donner un cours, un workshop, ou les cours sur 2-3 mois, pour transférer leurs connaissances, et justement que les gens viennent apprendre quelque chose, tandis que quand ils viennent pour les open sessions, donc l'endroit où ils viennent recevoir du matériel, là ce sera plutôt du do it yourself, donc l'apprentissage par soi-même, exactement. Merlijn, ce sont autant d'endroits, à part Craft qui vient tout juste d'ouvrir, que les citoyennes et citoyens de l'Assemblée ont visité dans le cadre justement de leurs réflexions en vue de fournir des recommandations en fait au futur gouvernement bruxellois. C'est ça, hein ? Oui, donc c'est assez intéressant parce que les citoyens, ils ont pu voir en vrai ce qui existe à Bruxelles, parce que souvent, ils sont là depuis 10 ans, ils sont là toute leur vie, ils ne connaissent pas en fait tous ces projets qui sont là. Donc en fait, pour eux, c'était déjà très agréable de découvrir tout ce qui existe à Bruxelles. Ouais, c'était le cas pour Microfactory notamment. Tout à fait. Mais ça montre aussi quelque part un peu la difficulté, qu'il y a beaucoup de chouettes initiatives qui existent, mais on n'est pas toujours au courant que ça existe. Et aussi, ça aide aussi pour les citoyens de voir en vrai qu'est-ce que c'est. Parce que quand on va parler de quelque chose, il y a un expert qui vient parler, ils ne vont pas toujours comprendre toutes les dynamiques qui sont derrière. Mais là, quand les citoyens vont sur place, ils vont voir vraiment qu'est-ce qui est derrière toutes ces dynamiques et mieux comprendre. Là, on parle clairement de manuel, donc autant aller voir. Tout à fait. Alors, on parlait justement des recommandations, de la notion de visibilité aussi et de faire connaître ces endroits. Je vous propose de découvrir le reportage tourné hier, puisque ces recommandations des citoyennes et citoyens ont été remis au ministre actuellement en affaires courantes. Et je vous propose de découvrir l'expérience de Carole et Roger qui ont donc participé à cette assemblée citoyenne. Avant d'être sélectionnés, on connaissait le thème. Donc on savait que c'était sur l'économie du partage et de la collaboration. Moi j'avais en tête quelques exemples comme les Repair Café, les potagers partagés, des choses comme ça, mais j'avais pas l'étendue de tout ce qu'on a découvert pendant le travail de l'Assemblée. Il y a des tonnes de projets et on n'est absolument pas au courant. J'habite à Anderlecht. On a visité une parcelle qui s'appelle la parcelle Fruits du Puy, qui est un espace communal qui a été réinvesti par des citoyens. C'est devenu un potager collectif. C'est à 500 mètres de chez moi, j'en avais jamais entendu parler. Quand on a commencé à définir le partage et la collaboration, en fait, nous a fait réfléchir sur ce qu'on était prêt à partager et dans quelles conditions. Et on s'est très vite rendu compte qu'on était prêt à partager beaucoup de choses, basées sur la proximité et le fait qu'on connaissait les gens, de la famille, des voisins. On serait capable de partager plus si on avait plus confiance dans les autres citoyens, dans l'humain en fait. On a quand même modulé le terme avec empathie, bienveillance. C'est l'idée qu'à partir du moment où on se connaît un peu, on a envie de faire les choses pour les autres et avec les autres. On était confrontés à un concept, je ne savais même pas que ça pouvait exister. C'est des baby-tech, c'est des espaces dédiés à la location de matériel pour bébés. Il y en a 9 sur Bruxelles, on était 80, on est 80 à n'avoir jamais entendu parler. Donc créer une carte digitale avec un positionnement de toutes les initiatives de partage, ce serait hyper intéressant. Il y a des sujets que j'aurais aimé porter plus dans les recommandations qui transparaissent moins, mais voilà, c'était le jeu de la démocratie et c'est vrai que c'était très éclairant et très inspirant et
très motivant de se dire on est plein de citoyens très différents, mais on a envie de faire des choses ensemble, on s'écoute et on peut faire des propositions ensemble. On a presque envie d'aller accompagner les administrations dans tout ce qui va être mis en place derrière. Le comité de suivi existe aussi pour que dans 3 mois, 6 mois, 1 an, j'en sais rien, eh bien, nous, on sera de l'autre côté de la barrière et ce seront les ministres et les administrations qui viendront nous présenter ce qu'ils auront mis en place. Bon, alors, je dois bien avouer que hier, j'ai ressenti vraiment cette cohésion de groupe, ce lien social en fait qui avait été créé via l'Assemblée citoyenne, mais qu'on retrouve aussi dans les espaces de partage. Je me tourne vers vous, Arthur, parce que j'imagine, et on l'a dit tout à l'heure, hein, je pense que c'est vous qui l'avez dit, Martin, la transmission, la notion de transmettre. On se rassemble dans un même lieu, ancré dans son quartier. Évidemment qu'il va y avoir du lien social qui va se créer. Oui, et je pense qu'à la Microfactory, le plus important, c'est pas vraiment les machines, en fait, c'est tous les savoir-faire et les compétences qui sont partagées au jour le jour là-dedans. Et c'est super, en fait, d'avoir un endroit où chacun travaille sur son projet, mais on est tous ensemble. Là, on travaille tous côte à côte dans l'atelier. Il y a des gens de toute génération, de plein d'horizons, des gens qui sont professionnels dans le milieu depuis longtemps, des gens qui sont en reconversion, des gens, comme on disait tout à l'heure, qui viennent là pour des projets ponctuels. Et tout ça, ça crée une émulation. On rencontre vraiment énormément de personnes avec qui on n'aurait pas eu l'occasion de passer du temps, en fait, même en dehors de ça. Oui, c'est ça, c'est sortir aussi de son quotidien, de sa zone de confort. Et c'était l'une des notions qui avait été émise dans la vie, c'est le partage face à son confort. À quel moment est-ce qu'on se soustrait de son confort, de son individualisme pour partager ? Ça a été source de débat, ça ? C'était ça le débat qui était intéressant en fait, parce qu'au début, quand les citoyens se sont réunis, on a vite vu en fait que tout le monde était d'accord. Ok, c'est chouette les initiatives qui existent, mais là on a mis la question sur la table jusqu'où nous en tant que citoyens on est prêt à partager, et quand on est prêt à partager, ça veut dire que partager quelque chose de quelqu'un d'autre, mais aussi prêter ce que nous on a à des autres personnes. Et en fait, on sent vraiment, et c'est ça qui était assez intéressant, que les citoyens ils sont prêts à le faire quand les conditions sont claires, quand on a bien mis en place un cadre clair autour, avec des règles, avec comme il disait aussi dans le petit reportage, aussi la confiance entre citoyens, vraiment créer un lien entre eux où on se connaît, et quand on se connaît, où on sait à qui on va donner quelque chose, on va aussi faire beaucoup plus confiance et être beaucoup plus ouvert à l'idée de partager. Oui, et partager aussi autour, parce que vous proposez aussi une petite tasse de café, etc. Mais c'est vrai que dès qu'on est plongé dans quelque chose de créatif, que ce soit le travail du bois ou l'aquarelle, la broderie, on est vraiment dans un espace différent, en fait. Est-ce que vous le ressentez, vous, déjà maintenant? Oui, très fort. Même si, c'est un lancement, évidemment, on a ouvert mercredi passé, donc ça se lance doucement, et on a vraiment des personnes, on écoutait tout à l'heure, jeudi passé, on a eu une personne qui est venue, qui était toute seule dans notre endroit, et qui est restée pendant 3 heures. Et en fait, ce qu'on se trouve génial avec ce concept, c'est que les gens viennent passer des heures et se rencontrent. Et on a fait un événement en presse où il y avait beaucoup de journalistes qui sont venus. Et ils se sont assis à table et ils ont fait des tote bags ils ont brandé des tote bags avec des patates découpées, d'où vient notre logo. Et on voyait les journalistes qui discutaient entre eux et qui sont restés pendant des heures à table, alors que c'était pas du tout le plan initial, parce qu'on avait fait plein d'ateliers différents. Parce que je pense qu'ils pensaient y passer un très bon moment, à partager aussi, à échanger. Alors justement, je rebondis tout de suite sur la notion de presse, journaliste, parce que la question de la visibilité, on l'a entendu, il me semble que c'est Roger qui en parlait dans le reportage, il se rend compte en fait qu'il y a des initiatives citoyennes de potager partagé, par exemple, qui existent au coin de sa rue, et il n'en a pas conscience. La notion de visibilité, comment, en lançant Craft Studio aujourd'hui, vous comptez, vous espérez, au-delà de faire appel à une agence de presse, donc, pour communiquer dans un premier temps, pouvoir vous faire connaître. C'est un enjeu aujourd'hui ? C'est clairement un enjeu. On l'a vu sur le lancement, parce qu'évidemment, on a fait appel à une agence de presse qui nous a aidés. On commence à avoir quelques articles qui sortent, et c'est génial, parce que ça nous permet de ressortir. Alors, on a été subsidié à 50%, je pense, pour ça. Mais à côté de ça, il y a les réseaux sociaux, évidemment, donc Instagram, TikTok. Chez mon associé Jérôme, qui s'en fait doucement une spécialité. Et à côté de ça, nous, on a beaucoup de chance, surtout pour le voisinage, c'est qu'on a un lieu qui est emblématique du quartier, qui est une ancienne quincaillerie qui a fermé il y a 12 ans et qui n'a plus été utilisée depuis 12 ans. Et donc, on voit que les gens, en fait, sont super intéressés de voir ce lieu revivre. Et alors, ils passent devant, ils rentrent, ils visitent. Ouais, c'est un ancrage dans le quartier. Exactement.
Alors, il y a différents points. Hein. J'aimerais rebondir sur la notion des réseaux sociaux que vous utilisez aussi à Microfactory. Néanmoins, les réseaux sociaux, c'est quand même toucher qu'une seule partie de la population. Merlijn, qu'est-ce que vous avez vu, vous, en tant que coordinateur de cette assemblée citoyenne? Parce qu'elle est hyper diversifiée, cette assemblée. Et tout le monde n'utilise pas les réseaux sociaux. Tout le monde n'a pas accès à Instagram non plus. Nous, on a vraiment dû travailler pour ça, en fait, pour avoir cette représentativité, pour avoir ces personnes autour de la table. Au début du processus, on a envoyé des lettres aléatoires aux citoyens, mais on voyait déjà, voilà, quand on envoie des lettres, on ne va pas toucher tout le monde. Puis, dans une deuxième étape, on s'est dit, on va travailler avec des influenceurs, mais effectivement, on a vu aussi, c'est intéressant pour toucher les jeunes, mais on ne va toujours pas toucher tout le monde. Et en fait, ce que nous, on a mis en place, c'est une collaboration avec les profs des écoles secondaires et avec certaines associations dans différents quartiers bruxellois, parce que c'est ça qui est assez intéressant dans l'exemple que j'entends, il faut vraiment, et c'est ce que les citoyens ont dit aussi, c'est la proximité qui est très important, et je pense que la meilleure communication, c'est montrer dans leur quartier qu'il y a quelque chose qui existe, et je pense que ce sera presque plus fort voilà, et là je parle vraiment pour l'Assemblée même, mais les citoyens eux-mêmes, ils ont mis en avant dans leur avis plusieurs éléments qu'eux ont dit, pour nous en tant que citoyens, c'est ces axes-là qui pourraient fonctionner pour nous. Et c'est là qu'on voit aussi, en fait, l'intérêt d'écouter les citoyens aussi. Il y avait notamment cette proposition, encore une fois, Roger, qu'on a entendu dans le reportage, qui soutient vraiment la création d'un site qui rassemble les différentes initiatives par quartier. Est-ce que, Arthur, ça pourrait être quelque chose, un bienfait pour Microfactory, de se retrouver justement sur une carte et de se dire, OK, quand on est dans le quartier abattoir, près du quai de l'industrie, des usines, du quai de l'industrie, eh bien, il y a au sein du Circularium Microfactory. Ce serait un plus pour vous? Oui, bien sûr. Bien qu'on ait du monde qui vient en visite, il y a encore énormément de personnes qui seraient intéressées par Microfactory qui ne connaissent pas. Et on voit très régulièrement arriver des gens qui disaient « mais j'aurais aimé découvrir cet endroit bien avant ». Et c'est clair que nous, on fait ce qu'on peut, encore une fois, avec le temps bénévole que les membres donnent là-dessus pour parce que les la réseaux communication. Sociaux, c'est du travail. Hein. C'est énormément de travail. Vraiment. Et donc oui, je pense que tous les modes de communication sont bons à prendre pour diffuser l'information, oui, tout à fait. Du rôle des médias de proximité aussi, pour faire connaître ces initiatives citoyennes? Oui, et c'est effectivement ça que les citoyens ont mis en avant aussi, parce qu'eux, ils ont dit... C'est quoi qui est le plus clair pour nous? C'est par exemple le journal communal aussi, déjà organisé par la commune, le média qui est présent, qui va vraiment faire des mini-reportages du quartier. Et c'est ça que les citoyens ont besoin parce que c'est leur quartier, c'est ce qu'ils connaissent bien, c'est ça qui va leur parler. Parce qu'aussi, ce que les citoyens ont constaté, que c'est dans ce genre de projet, c'est très intéressant, mais ce n'est pas l'idée que ça va devenir des grandes entreprises qui vont reprendre tout. Donc, c'est aussi vraiment créer un lien entre les nécessités du quartier et les initiatives qui sont là. Donc, vraiment mettre l'un en contact avec l'autre. Je vous vois approuver sur cette notion de rester... vous, en l'occurrence, Microfactory, vous êtes une ASBL, pas une entreprise. Jusqu'à quel point est-ce qu'on grandit, en fait? Quand on a un espace comme celui-ci, on accueille jusqu'à combien de membres pour garder en même temps la qualité de cette transmission? Ça doit être un équilibre pas facile à trouver, j'imagine. Clairement, et c'est quelque chose dont on parle beaucoup en interne, parce qu'on est en ASBL, mais sur un modèle assez coopératif, c'est-à-dire que c'est les membres qui décident des orientations et qui sont là pour les mettre en application derrière. Et, collaboratif jusqu'au bout. Collaboratif jusqu'au bout. Et on a des journées qu'on dédie vraiment à réfléchir sur le futur, comment on veut voir notre atelier évoluer. Et ça, c'est une des questions qui revient souvent, jusqu'à quel point est-ce qu'on veut grandir ou est-ce qu'on veut rester dans une certaine taille pour, comme vous le disiez, garder une certaine qualité, un accueil comme on le veut. Donc c'est une question qui est toujours en mouvement et on continue d'avancer là-dessus. Ouais. Alors dans économie partagée, il y a le mot économie. Quand on se lance comme ça en trio, un trio de potes, non? Trio de potes, exactement. Ouais, c'est très chouette. On pense évidemment, alors je ne sais pas si le terme est bon, mais un business model. En tout cas, on ne va pas se lancer comme ça à trois dans une aventure où en plus de ça, on rénove un lieu emblématique du quartier sans savoir quel financement derrière. Est-ce que vous êtes subsidié déjà? Alors directement pour les travaux, oui. Donc il y a certains subsides qui sont au niveau de la région. Donc oui, il y a des subsides qui sont prévus quand on rénove un lieu pour tout ce qui est sécurité, aspect sécuritaire, etc. Donc il y a des pourcentages par rapport à l'investissement qui est mis. Après, on a fait les demandes. Je pense qu'on reçoit les subsides l'année suivante. Mais oui, donc il y a des choses qui sont mises en place, tout à fait. Est-ce que justement s'inscrire dans cette économie de partage, c'est quelque chose qui est
en tout cas dans le modèle dans lequel vous vous situez, vous, à savoir le partage autour d'art créatif, c'est quelque chose d'assez récent quand même, à Bruxelles en tout cas. Oui, c'est en pleine évolution. Pour le moment, on le voit, il y a des ateliers qui ouvrent partout. Entre autres, on a découvert, après coup, qu'on a notre voisine. Oui, notre voisine, donc dans la cave de la quincaillerie qui a été divisée. Donc c'est un énorme bâtiment qui a été divisé en plusieurs entités. Mais dans notre cave, le prolongement de notre cave est aussi un atelier qui fait plus ou moins la même chose, mais qui est axé beaucoup plus sur le côté psy, donc le côté flow et apaisement du mental. Donc c'est une psy qui a lancé ça et en fait qui fait aussi un accompagnement psy. Ça s'appelle Nuance et ça a l'air très chouette. Alors après, elle fait pas les mêmes arts que nous, ce qui nous arrange parce que du coup on peut coexister. Mais sur cet aspect économique, les subsides, parce que je rebondis à chaque fois, parce que ça c'est un peu mon fil rouge, cet avis de l'Assemblée citoyenne qui dit aujourd'hui l'énorme défi de ces espaces de partage et collaboratifs, c'est le fait de rester pérenne, la pérenniser le projet, voilà. Est-ce que ça, j'imagine que c'est un enjeu, comment pérenniser un projet qui vient d'être lancé? Clairement, écoutez, là, ça, pour le moment, on le vit, parce que justement, il faut faire venir des gens. Alors nous, on a un business model qui nous permet, donc si on arrive à remplir cet espace, on a un business model qui nous permet d'être viable, et ce qui permet en fait de fonctionner. Mais bon, il faut que les gens viennent, il faut remplir notre espace. On a presque 100 places assises. Ouais. Et les tarifs tournent autour de 20 € oui, pour entre les 18 et 25 libres. €, je dirais. Ouais. Les sessions libres. Et puis les cours, ça dépendra du professeur, du matériel qui est associé, etc. Ouais. La notion de l'occupation temporaire aussi, et c'est le cas notamment de Microfactory. Vous vous situez dans l'ancienne usine de D'Ieteren à Anderlecht. Et ça a énormément préoccupé l'Assemblée citoyenne. C'est un enjeu, l'occupation temporaire aujourd'hui? Tout à fait, oui. Donc là, on se trouve dans ces locaux, mais on sait que c'est pas quelque chose qui va pouvoir durer dans le temps. Et notre but, c'est la prochaine fois qu'on déménage, c'est quand même énormément d'énergie de déménager 2000 m² où 120 personnes y vont régulièrement. Et les machines aussi. Et les machines, c'est un défi assez complet. On aimerait pouvoir trouver un endroit plus sur le long terme dans lequel on peut se projeter, dans lequel on peut s'investir en sachant que ça va rester là longtemps. Et on a des discussions super intéressantes avec différents partenaires pour le moment, mais on n'a rien encore de fixé et on ne sait pas exactement vers quoi on va se diriger. Oui. Je pensais que pardon. Oui, vous vouliez réagir. Je voulais juste réagir, un peu lié au travail qui a été fait par les citoyens, parce qu'en fait, dans les deux axes, je pense qu'il y a des liens qui ont été faits, et c'est ça qui montre, je trouve quand même, vraiment quand on met des citoyens ensemble dans de bonnes conditions, ils sont bien informés, qu'ils arrivent dans très peu de temps, parce qu'en fait, ils sont réunis sur 6 jours, à quand même un résultat assez qualitatif. Et c'est pour ça aussi, une des propositions des citoyens, c'était de se dire, OK, quand on va dans des futurs projets, des grands projets immobiliers, où on met d'abord en occupation temporaire, de mettre des conditions aux entrepreneurs qui vont faire les travaux après, aussi d'y garder un pièce après qui reste vraiment pour les initiatives qui se sont mises dedans. Parce qu'aujourd'hui, parfois, c'est un peu utilisé comme on va rendre ce lieu plus populaire pour après le mettre au marché privé. Et là, on voit quand même que les citoyens, ils trouvent ça très important, cet ancrage dans les quartiers qui est là. Parce que là, effectivement, peut-être vous allez devoir vous déplacer, aller trouver un autre lieu. Mais si c'est sur une autre commune, ça va changer tout parce que vous avez quand même développé des liens avec les quartiers où vous êtes, avec les personnes qui sont là. L'ancrage local, et c'est ce qu'on retrouve aussi avec cette quincaillerie, évidemment, qu'on renouvelle. Merlijn, je voulais juste encore rebondir sur les recommandations. Elles ont été donc hier données au ministre compétent actuellement. Je l'ai dit en affaires courantes. Il y a un suivi de tout ça. C'est le 3e cycle actuellement. Et pour le coup, c'est vraiment un avis qui est motivé avec des recommandations très pratico-pratiques parce qu'on se trouve dans quelque chose de très pratico-pratique avec l'économie de partage. Ça va être suivi? En fait, les premiers retours que j'ai eu hier, donc hier, après la présentation, j'ai parlé un peu, par exemple, avec le président du comité d'experts climat, avec les ministres qui étaient présents. Après, comme vous le dites, actuellement, cette situation, il n'y a pas de gouvernement. Par contre, les retours que j'ai eus, les premiers retours sont très positifs. Ils disent qu'on voit vraiment, après une 3e assemblée, le travail il est beaucoup plus qualitatif. Et ce que j'ai entendu de plusieurs personnes, c'est ce qui est là sur la table, c'est utilisable. C'est vraiment quelque chose de concret, qui est très concret, qu'on peut utiliser. Et c'est ça, vraiment, le travail qu'on a fait ensemble avec les citoyens, c'est vraiment aussi de prioriser. Donc vraiment de se dire, OK, on a proposé beaucoup de choses, mais quand le nouveau gouvernement il sera là,
on sait que, vu la situation financière, on ne va pas pouvoir tout faire. C'est où que le nouveau gouvernement doit mettre ses priorités. Ouais. Et ce qui est assez intéressant de tout ce qu'on vient de parler, en fait, c'est là que se trouvent les priorités. Il y a par exemple l'incubateur pour les nouveaux projets qui veulent se lancer. Au niveau régional, qu'on voudrait faire un hub, ou en tout cas c'était une des propositions, un hub justement pour regrouper pour rendre les projets plus vivables. Oui. Oui. Merci beaucoup à vous trois pour votre présence en plateau. Comme d'habitude, sur notre site internet bx1.be, en dessous de l'émission, je vous mettrai tous les liens utiles, un lien vers l'avis que je pense qu'il est intéressant de lire, ainsi que les liens vers Microfactory et Craft Studio. Merci à vous. Je vous souhaite un très bel été. Prenez bien soin de vous et puis on se voit très vite sur BX. Allez, salut!